Vraiment, je ressens très, très, très fort à l'intérieur de moi. C'était comme une espèce de burn-out, en fait, comme une espèce d'implosion. Mon corps a pété un plomb. Dans cette série-là, on m'a maquillé les fesses. Bienvenue dans Coulisses, des discussions avec celles et ceux qui font les médias de l'intérieur. Aujourd'hui, on plonge dans un univers bien particulier, celui des séries télévisées quotidiennes qui rythment la vie de millions de téléspectateurs chaque jour. Avec moi pour en parler, 3 personnalités qui connaissent ces séries quotidiennes de très près. Fabienne Cara, actrice, comédienne et chanteuse, elle a incarné le rôle de Samia Nasri dans la série culte Plus belle la vie pendant plus de 15 ans. Terence Tell, acteur et mannequin, il a intégré en 2020 le casting de la série Ici tout commence en tant que Gaëtan Rivière. Et Cécile Kiegel, scénariste, elle construit au quotidien les intrigues de la série Demain nous appartient. Ensemble, on explore les dessous de la machine, entre secrets de tournage, rythme militaire et pression du direct. Bienvenue dans cet épisode de Coulisses sur les séries télé quotidiennes. Je suis extrêmement contente qu'on fasse cette première table ronde tous ensemble. Cette nuit, quand je réfléchissais un peu aux questions que j'allais vous poser, je me suis dit que j'avais 1000 questions à aborder. Et c'est vraiment chouette qu'on soit tous là, que vous deux, vous soyez devant la caméra et que toi, Cécile, tu sois un peu derrière. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire avec ces tables rondes, c'est d'avoir un large panel d'intervenants. Je voulais commencer par le début, le casting, donc Fabienne et Terence. Comment vous êtes rentrés dans la série ? Fabienne, on va commencer par toi, donc dans Plus belle la vie, quand t'es arrivée. La série avait déjà commencé. Depuis 10 mois, effectivement. Donc, c'était... du coup, j'ai eu la chance de voir... je crois que j'ai regardé seulement quand j'avais été prise, en fait. Bon, ça m'avait un peu mis un petit malaise au début, parce que c'est vrai que c'était les prémices de la série, donc c'était pas encore incroyable. Mais je me suis dit, bon, allez... En fait, quand j'ai été prise, j'ai foncé parce que j'avais envie de fuir une histoire à Paris. Donc j'ai pris sa décision comme ça. Ça n'avait rien de plan de carrière. Mmh. Et le casting, je l'ai fait parce que j'étais déjà sur une autre série à Marseille. Et étant sur place, je me rappelle, il y avait Faisal Safi, un des comédiens, qui m'avait dit « Ah, mais il casse ta plus belle et tout, vas-y ». Donc, j'avais appelé Randy Saron, la directrice de casting de l'époque, et j'avais passé un casting. Il n'y avait pas de personnage encore, c'était sur un vieux texte, et histoire qu'il met dans la boîte. Et quelques mois après, ils m'ont rappelé quand le personnage de Samia est arrivé. Et je me suis dit, est-ce que j'y vais ? Parce qu'elle avait 8 ans de moins que moi. Et puis, le casting s'est super bien passé. Et l'aventure devait durer 5 semaines. Et elle a duré 15 ans et demi. Oh, wow. Et en plus, c'est toi qui es partie de ton propre chef. Donc, ouais. Oui, j'avais eu déjà, justement, quand j'ai fait Danser avec les stars en 2015, j'avais déjà une envie de partir. Et puis, je me suis dit, bon, j'ai pas osé, j'ai pas été encouragée non plus à le faire. Et je suis restée encore... Étant consciente de la chance que j'avais d'avoir un scénario tout le temps entre les mains, de travailler avec ces équipes incroyables et tout, j'étais hyper consciente de la chance que j'avais de faire mon travail, mais j'étais quand même happée par ce phénomène de la quotidienne et j'avais juste besoin un petit peu de vivre pour moi et j'ai dû faire ma crise de la quarantaine, je suis partie. Ok. Et toi, Terence, comment ça se passe ? Parce que toi, t'es au début de la série, finalement, t'arrives avec le cast original. Donc, comment t'es castée ? Est-ce qu'on te dit pourquoi c'est ? Ou est-ce que tu passes un casting comme ça sans trop savoir où tu t'aventures ? Moi, là-bas, j'avais passé le casting pour Demain nous appartient, justement. C'était très drôle. Je l'avais passé, ça s'était plutôt bien passé, et puis j'avais pas eu de nouvelles. Et je me suis dit, bon, c'est que je l'ai foiré, en fait. Surtout que moi, j'étais pas comédien à la base. Moi, je sortais du mannequinage, j'avais fait Danser avec les stars à l'époque. Et il y a eu cette période, justement, de Covid où c'était plat, où il y avait rien du tout à faire et tout. Je suis pas reparti à New York, parce que j'habitais à New York avant. Je suis resté en France, à Paris. Et puis, j'ai passé cette audition-là. Et puis après, pendant le Covid, je pars à La Réunion. Ça ne devrait peut-être pas le dire, mais bon, c'est bon, maintenant c'est dit, c'est pas grave. Il y a prescription, ça fait tellement longtemps. J'étais parti à La Réunion et mon agent m'appelle en me disant écoute, il y a un casting pour Ici tout commence. C'est une nouvelle série qui va sortir sur TF1. Ce serait bien que tu viennes. Moi, j'étais à La Réunion à l'époque. Je me dis, ouais, mais carrément, je vais le faire. Donc, je suis revenu, j'ai passé l'audition, ça s'est bien passé. Et puis, j'ai atterri sur le casting. Je connaissais pas le projet, mais... Comme j'étais pas comédien, pour moi c'était une première expérience et une deuxième expérience que j'avais fait aussi un téléfilm juste avant avec Hélène de Fougerolles et en fait ça s'est très bien passé et puis après ils m'ont dit que j'étais pris et c'est là où j'ai commencé l'aventure Ici tout commence. Ouais. Et t'as eu des cours pour apprendre ou comment t'as appris ? En fait on a un coach sur place qui s'appelle Pascal Barraud qui est un amour et je suis arrivé avec des grosses lacunes parce que j'étais pas du tout comédien, en plus je suis quelqu'un qui est très timide, j'essaye de passer... au-dessus de ça, mais et du coup il m'a beaucoup aidé à être plus tranquille, à être plus posé,
à jouer de manière naturelle. Ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est pas toujours facile, faut se l'avouer. Et en tout cas, il aide à se sentir plus à l'aise. Et donc, il m'a beaucoup aidé au début. Et puis maintenant, ça va. Maintenant, j'ai quasiment plus besoin de lui. Je vais le voir de temps en temps pour me rassurer. Parce que des fois, il s'avère qu'on joue des choses qui sont plus compliquées à jouer. Parce qu'il y a des choses qui sont complexes. Comme quoi, par exemple? Par exemple, en fait, sur une séquence, tu vas avoir... lui, il dit souvent que dans une séquence, c'est bien de commencer par une émotion et finir par une autre. Parce qu'il y a un voyage qui se fait, un peu émotionnel, quoi. Et donc, quelquefois, tu vas commencer par être dans l'amour et tout, et puis après, tu dois t'énerver à un moment donné. Donc, c'est bien aussi de placer les curseurs pour pas aussi surjouer, pour pas sous-jouer. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs à faire. Et il dit que c'est une espèce de partition. Et donc, ça, je l'apprends avec lui au fur et à mesure du temps. Et aujourd'hui, j'arrive à capter un peu tout ce qui se passe, les enjeux de la scène, la psychologie du personnage, tout ça. Mais c'est vrai que quelquefois, on a toujours besoin de travailler son outil de travail, quoi, parce que on a franchement, tout le temps besoin de travailler. Mais après, tu dois avoir un talent à la base quand même, parce qu'être acteur, tu vas faire rêver beaucoup de personnes, mais c'est un vrai métier avec des vraies techniques qui permettent du coup de gagner du temps et puis d'être performant sur une quotidienne, parce que c'est un gros challenge tous les jours. Donc je pense que tu dois avoir du talent à la base, parce que comme je dis toujours, on fait pas d'un âne un cheval de course s'il n'a pas de talent. C'est un métier où si t'es pas juste naturellement, ou si t'as pas justement cette musique et ce tempo qui est naturel, il faut travailler beaucoup d'années, faire des cours de théâtre, et je pense que voilà, t'as du talent, autrement tu serais pas là. Ah bah c'est gentil, ça me fait très plaisir. Ah non, toi, ça me fait j'ai coaché quelques personnes, je te dis. T'as été dans le coaching aussi? Bah non, mais personnel pour des amis, mais comme je dis, on fait pas d'un âne un cheval de course. Puis il y a aussi les textes. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer grossièrement quel est ton métier? Enfin, qu'est-ce que tu fais toi dans la série quotidienne, Cécile? Exactement, ouais. Alors en fait, sur une quotidienne, donc c'est le cas sur DNA sur lequel je travaille, mais sur Plus Belle ou sur DNA, c'est l'acronyme de Demain nous appartient. Oui, pardon. Oh, mais tout le monde connaît quand même. Ah oui, mais bon, tu vois, je vulgarise pour ceux qui... ITC, c'est ici tout commence. Et PBLV, Plus Belle la vie. Exactement. Voilà. Donc en fait, dans chaque épisode de quotidienne, souvent il y a 3 lignes d'intrigue. Donc il y a les intrigues A qui sont les grandes intrigues qui durent sur plusieurs semaines, qui sont souvent du polar, des choses un peu musclées on va dire. Et les intrigues B et C qui sont super importantes aussi, mais qui sont dans un autre registre, qui sont plus de la comédie, du feel good, des choses comme ça. Et en fait, moi je travaille sur Demain nous appartient aux arches, ce qu'on appelle des arches, qui sont en fait les intrigues A. Donc c'est les grandes histoires polars. Donc moi je suis au tout début de l'écriture, on va dire, et j'invente, alors pas du tout toute seule, parce que de toute façon, une quotidienne, globalement, c'est un travail hyper collectif, et à l'écriture aussi, quoi, c'est très collaboratif. Donc j'invente avec mon co-directeur des arches qui s'appelle Nassim Belalal, avec le directeur de collection qui s'appelle Nicolas Brossette. Enfin, on invente les grandes histoires, quoi. Le début, en tout cas, on pose les bases des grandes histoires. Okay. Ensuite, ces histoires-là, elles passent par l'atelier séquencier. Donc là, on a une autre équipe de scénaristes qui est dirigée par la directrice de l'atelier séquencier qui s'appelle Sarah Bellassène. Et donc là, les séquenceurs, en fait, ils s'emparent des arches pour en faire des séquences, donc des scènes. Donc ça, ils partent des arches pour faire les séquences de A. Et pour ce qui concerne les autres intrigues B et C, qui sont comédie, feel good, tout ça, ça c'est le dire de colle et la directrice de l'atelier séquencier qui les inventent et qui ensuite sont retravaillés par les séquenceurs, voilà. Okay. Donc là, on passe par l'atelier séquencier et ensuite on arrive au dialogue. Donc là, c'est les dialoguistes qui s'emparent des séquences et qui qui transforment les séquences en scènes dialoguées, donc qui font en fait ce qui va arriver entre les mains des comédiens, quoi. Les dialogues qui ensuite vont être joués. Je pensais pas qu'il y avait autant de pôles, mais c'est vrai que ça. Il y a beaucoup d'étapes en fait, ouais. Je pensais que c'était vraiment, tout en même temps, qu'il y avait effectivement beaucoup de personnes qui travaillaient, mais que chacun mettait un petit coup de dialogue, un petit coup de narration. Ouais, non, c'est vraiment hyper. Ouais, il y a une vraie mécanique. Enfin, il y a vraiment des étapes. Et c'est des auteurs différents à chaque étape, ce qui est assez rare sur d'autres genres de séries. C'est-à-dire que les séries qu'on regarde en prime, par exemple, très souvent, les auteurs à l'origine de la série sont ceux qui vont faire les arches, donc on va dire les grandes lignes de l'histoire, qui ensuite vont séquencer les épisodes et qui ensuite vont les dialoguer. C'est les mêmes auteurs, tandis que là, on a vraiment des auteurs différents à chaque étape. Mais ça, c'est principalement parce que ça va très très vite, en fait, une quotidienne. Donc, si t'as pas des pôles d'auteurs différents, tu peux pas réussir à tenir le rythme de l'écriture. Et tu dirais qu'il y a combien de personnes qui travaillent à l'écriture? Vraiment, si on prend une trentaine.
sur trentaine. Demain nous appartient. Sur Demain nous appartient. Ouais. Vous savez, dans les séries C'est à peu près respectives, pareil, je pense. De toute Ouais, façon, je même- pense ouais, que c'est un peu la même exactement, organisation. la ouais. même organisation. Tout le monde s'est calqué sur la vieille série Plus belle la vie, je pense. Ouais, carrément. Qui est effectivement un peu la maman référence de- et l'ancêtre de- des de- quotidiennes en ouais. France, quoi. C'est la première quotidienne qui a vraiment super marché en France. Enfin, avant ça, il y a eu des trucs beaucoup plus vieux dans le RTF et tout, mais disons que Plus belle la vie, c'est vraiment récemment le Et truc oui. qui Et a c'est cartonné, quoi. C'est vrai que le squelette du Ouais. fonctionnement a fonctionné bien. Et puis après, il s'adapte tout le temps. C'est vrai qu'il y a trois intrigues. Mais après, il y a toujours l'équipe A, B et C aussi qui tourne. Et des fois, on est arrivé jusqu'à D. Peut-être même plus. Des fois, il y a 5 équipes qui tournent en même temps. C'est vraiment avec des moyens beaucoup plus réduits. Mais c'est vrai qu'on a les intérieurs, les extérieurs. Et puis après, il y a l'équipe C qui sont en format réduit pour aller, par exemple, dans les calanques ou en équipe réduite. Enfin, ça tourne. Ouais. Ah oui, d'accord, pour faire vraiment des plans très spécifiques pour une Oui, et séquence puis en pour, particulier. pour Pour créer tenir le rythme. voilà, c'est ça, Parce du que t'es obligé tournage. d'avoir plusieurs équipes de tournage en même temps pour sortir un épisode par jour. Parce qu'en fait, le rythme, c'est ça. C'est que il y a 5 épisodes diffusés par semaine. Toute l'année, il n'y a jamais de pause, du lundi au vendredi, et du coup, ça impose de sortir, entre guillemets, un épisode par faut jour. produire, quoi. Faut produire, faut que ça aille. Et juste, sur l'écriture, j'ai oublié un auteur important, qui est l'auteur plateau, qui est à 7, en l'occurrence, DNA se tourne à 7, et qui est vraiment la dernière, le dernier maillon de cette chaîne de l'écriture, qui est vraiment l'auteur qui est sur le plateau, qui va régler les derniers petits détails. Alors, ça peut être parce que, par exemple, un décor qu'on avait prévu, finalement, c'est pas exactement la même configuration. Donc c'est cette personne-là qui s'appelle Élise Lemel en ce moment qui va changer les choses et qui voilà. Et un auteur plateau, c'est aussi la police. C'est un truc de ouf pour les Pourquoi la comédiens. police ? Mais parce que tu veux changer des mots, des fois, ils sont là pour s'assurer de la cohérence des propos des comédiens. Et des fois, tu t'embrouilles avec les auteurs plateau pour leur dire, mais ça va. Si je dis, je sais plus. Alors, Je veux un exemple concret. Un exemple concret. Après- Là, j'ai pas d'exemple, mais des synonymes qui disent, bah là, tu peux pas dire ça parce qu'en fait. Attends, là, il va y avoir un conflit. Non. La parole à Cécile. Non, c'est que parfois il y a des petits trucs qui semblent anodins que tu changes. Mais tu sais, parfois, on pose des trucs qui vont servir après. Enfin, je comprends la frustration et je comprends messages que subliminaux. parfois, ça doit être... Non, pas des messages subliminaux, mais parfois, il y a une info qui paraît complètement... Alors, malheureusement, je n'ai pas d'exemple précis, mais Ouais, une pareil. info frustrant. qui paraît complètement dérisoire et ça va te servir parce que plus tard... Enfin bon, bref. Non, mais tard, je, tu vois je comprends. Ouais. J'ai un exemple qui me vient justement par rapport à ça. Je voulais pas dire biscotte. Pendant une séquence, je me suis dit biscotte, ça fait pitié, laisse-moi dire un bout de pain, s'il te plaît. Non, faut dire biscotte. Je dis, C'est vrai que s'il te biscotte, plaît. c'est chaud, mais bon. Pain, c'est bon, j'ai mangé un bout de pain, machin. Non, faut dire vraiment le mot biscotte. Et je voulais pas le dire, parce que dans la phrase, ça faisait un peu pitié. T'as mangé ta biscotte, c'est nul. Alors que t'as mangé ton bout de pain, il y a un flow, tu vois. Non, fallait dire biscotte. Et du coup, j'ai dit biscotte. Et le biscotte, tu l'as pas senti quand tu l'as dit. Je l'ai pas senti. Tu l'as interprété J'ai pas, là. fait, t'as mangé Et ta... alors, t'as eu la raison Est-ce que t'as eu l'explication ou pas de pourquoi il fallait absolument biscotte? Mais parce que dans une autre séquence, je lui dis Ah. mange ta biscotte. J'aurais pu lui dire mange C'était ton pas un bout de placement pain. produit déjà. Non. Ah. non. Mais ça, c'était c'est relou. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, tu vois. Attends, c'est vrai que vous avez du placement de produits sur les. Ouais, on a eu, oui, Sur certaines quotidiennes. Placement de produits, ouais, ça peut être très pénible aussi, le placement de produits. Des fois, c'est sympa, et puis on comprend, c'est pour la prod. Mais c'est vrai que le placement de produits peut être un peu lourd aussi, certains mots, certaines actions qui sont du coup au détriment du jeu, parce que le réal est complètement dans le truc de... Attends, mais et du coup, pareil, tu dois refaire toute ta séquence alors qu'elle était super, parce que tu as mis la tasse peut-être comme ça au lieu de comme ça et qu'on voyait pas bien la marque. Bah d'ailleurs, n'hésite pas à vraiment bien la tourner. Et là, on voit on bien mon beau logo Alors, tu attends, vois, sur le plan large. Et là, on dit, ouais, c'est abusé, franchement, elle était trop bien. Ben non, il faut la refaire. Et c'est vrai que ça fait partie des frustrations, oui. Alors, le gros de ces séries quotidiennes, c'est vraiment le rythme. Tu le disais tout à l'heure, il faut sortir 5 quotidiennes par semaine. 5 épisodes par semaine. C'est quotidien. Pardon, 5 épisodes par semaine, toute l'année. Alors, côté scénariste, comment vous faites pour garder le rythme et surtout pour rester inspiré? Parce que t'as la tête dans le guidon nécessairement tout le temps, en fait. Ouais, t'as un peu la tête dans le guidon. Alors, l'idée, c'est quand même de se nourrir, de regarder des choses, ça va d'autres séries, d'autres films, mais même des faits divers, tu vois, quand tu lis le journal. Est-ce que t'as J'ai une pas routine, j'ai pas de méthode spéciale. Parfois, quand je lis des trucs ou quand j'entends des trucs à la radio, que je me dis, tiens, c'est marrant, c'est un truc rigolo, je peux m'en resservir, je me le note, tu vois, mais j'ai pas de méthode spéciale. Après, je pense sincèrement, la force vient aussi
du fait que tu échanges avec des gens. C'est-à-dire que justement, on n'est pas tout seul devant sa page blanche à devoir trouver une idée. Donc, on est vraiment tout le temps... Bon, moi, en art, je suis en binôme donc avec Nassim. On échange... Et il y a un auteur de séquencier qui vient avec nous aussi. En fait, on est 3 en arche. Qui tourne, l'auteur de séquencier. Et donc, c'est en échangeant, en se disant aussi, attends, là, on a envie de faire une arche sur tel personnage parce que... sur DNA, comme sur toutes les quotidiennes, on a la chance d'avoir beaucoup de personnages. On a envie de les mettre plus en avant en arche A et de les faire un peu tourner, on va dire, sur les arches A, même s'ils apparaissent dans les B et C, voilà. Mais de temps en temps, on se dit, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu tel personnage en A, qu'est-ce qui pourrait lui arriver ? Ce qui est compliqué sur la quotidienne, c'est que il leur arrive tous des trucs un peu bigger than life. Donc, quand tu regardes le truc, donc il y a eu 14 serial killers, elle s'est fait enlever 3 fois. Ouais, mais ça, c'est l'essence du truc. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se passe des trucs très forts pour accrocher les gens et pour... c'est un peu le plaisir, quoi, tu vois, qu'il se passe des trucs de dingue. Dans la quotidienne, il y a aussi souvent beaucoup d'histoires de filiation avec des parents, des enfants cachés, des choses comme ça. Mais parce que c'est jouissif, en fait, de découvrir que, putain, en fait, lui, c'est le fils de lui. Enfin, il y a des trucs comme ça. Donc, oui, il arrive des trucs de dingue. Après, l'enjeu, c'est que, justement, le même personnage, il ne soit pas arrivé non plus trop de trucs de dingue. En tout cas, dans un temps réduit. Oui, mais parce que je me souviens que, à l'époque de Plus Belle, avant qu'il y ait encore toutes ces séries-là, on voyait beaucoup de commentaires en disant « Mais c'est quand même, le Mistral, c'est quand même la seule place de France où il se passe autant que dinguerie. » Mais quand tu le dis, ça fait vraiment sens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder... faut pas prendre du recul, faut consommer le contenu finalement au moment où on le regarde. Alors après, l'historique, on l'oublie pas, ce qu'on appelle le feuilletonnant, c'est-à-dire ce qui est arrivé au personnage et tout, les auteurs et les comédiens, on le garde en tête, tu vois, on va pas faire... Et justement, c'est hyper important parce que il y a les gens qui suivent ces séries-là, il y en a beaucoup, pas tous, mais il y en a beaucoup qui sont des fans de la première heure et qui regardent le programme depuis des années. Et sur Plus Belle, je sais combien de temps ça a duré, quoi. Enfin, ça dure, puisqu'il y a une nouvelle version qui continue. Et donc, t'as pas le droit... En gros, je pense que le public, si tu fais faire un truc à un personnage qui ne correspond pas, ou si tout d'un coup tu oublies que ce personnage a tel passé, ça marche pas en fait. T'es obligé de garder une mémoire de ce qui s'est passé parce que sinon c'est trop déceptif, quoi. Mais là où t'as raison, c'est que c'est vrai qu'on va pas rappeler sans cesse que Victoire a une greffe du cœur, que Judith est diabétique, qu'Alex s'est fait enlever. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui font partie du passé, que de temps en temps ça repop, on va dire. Mais voilà, on regarde le programme au moment présent et là, il faut qu'il y ait des trucs qui se passent et des trucs mais c'est vrai un peu dingo. En comédien, on passe par plein de métiers, on a plein d'histoires. Bon, après, comme la vie aussi, mais plus que dans la vie pour les métiers. Mais les histoires d'amour, il y a plein de choses. Et c'est vrai qu'on a la chance de vivre plein de choses par rapport avec un seul personnage. Et ça va un peu loin parfois, mais en même temps, bon, ça reste cohérent si on arrive à capter ça reste cohérent quand même. Mais oui, ça fait des grands écarts parfois. Et alors, concrètement, quand tu rédiges une intrigue, combien de temps tu as pour qu'elle soit tournée ? Alors, si on parle du rythme vraiment. Donc, toi, nous, aux Arches, on réfléchit à des choses qui seront diffusées 6 mois après. Okay. Ce qui, quand on connaît pas les rythmes de prod et tout, peut paraître long. 6 mois, bon, c'est assez long. Mais en fait, c'est hyper rapide parce que quand je dis 6 mois, on a l'idée du truc. Ensuite, donc, on écrit l'Arche. C'est validé par TF1 aussi. Enfin, il y a des allers-retours avec la prod, avec TF1. Ouais, il y a un truc dont j'ai pas parlé qui est important. C'est qu'on travaille vraiment en étroite collaboration avec la prod. C'est-à-dire que quand on a une idée, tu vois, une idée un peu farfelue, un peu dingue. Bon, par exemple, je sais pas si vous avez regardé la série, mais la semaine dernière, il y a eu des épisodes un peu exceptionnels où il y avait un séisme à 7. Et donc, quand t'as cette idée-là, t'es obligé d'en parler à la prod dès le début parce que soit ils te disent non, c'est juste impossible, en fait, on va pas réussir à le faire dans les moyens qui sont les nôtres, soit ils te disent banco et on y va, voilà. Et j'en profite pour dire que la prod de DNA est vraiment... on a de la chance parce qu'ils sont super impliqués, ils ont vraiment envie de faire des trucs un peu de dingue, que parfois quand on arrive avec nos idées de dingue, au lieu de nous dire non, tu es gentil, tu travailles sur une quotidienne, tu vas te calmer. On ne va pas faire trembler la tête. Voilà, c'est ça, ils disent ouais, super, alors attends, comment on va pouvoir faire ? Bon, bref. Donc quand on a l'idée, c'est à l'antenne 6 mois après, ce qui en fait est hyper court parce que donc nous on écrit l'Arche, ensuite ça passe au séquencier, ensuite au dialogue, ensuite c'est tourné, ensuite c'est post-produit. Donc en fait, 6 mois pour faire tout ça, c'est hyper rapide en fait. Et vous, en tant que comédien, alors Terence, toi, comment ça se passe ? Quel est ton planning ? Tu reçois tes textes combien de temps à l'avance ? Combien de temps vous avez pour tourner ? Alors, on a une plateforme qui s'appelle C-Network, où on voit à chaque fois les dates de tournage, les séquences qu'on va tourner et tout ça. Donc on peut avoir de 1 à, je crois que le max, ça doit être maintenant 6 séquences. Avant, c'était 8. Par jour ? Par jour, ouais. Et alors, c'est combien de temps de tournage, une séquence ? Moi, j'ai aucune idée.
Combien de temps de tournage quand tu dis que t'en as 6 dans la journée, par exemple? Ça dépend si tes comédiens sont bons ou pas. Ok. Normalement, c'est 40 minutes. C'est prétentieux ce que je viens de dire. C'est 40 minutes. 40 minutes. Tu arrives sur le plateau, au moment où tu t'en vas, c'est 40 minutes. T'as aussi des séquences qui sont plus dures à tourner. Et dans ce cas, ça dure un peu plus longtemps, j'imagine. Oui, en extérieur peut-être. Mais en intérieur, c'était... En moyenne, on table ça. On se dit c'est à peu près 40 minutes. En fait, des fois, tu fais le plan large et un champ. Et après, tu fais un autre plan large et le contre-champ. Tu vois. Et donc là, tu dois rejouer en fait la même scène. Oui, c'est ça. Avec les mêmes raccords. Exactement. Exactement pareil. Ah oui, c'est pour ça que tu as ton histoire de biscotte, que tu peux pas... Voilà. Si t'as dit biscotte, c'est biscotte sur les 3 prises. Par exemple, je te dis, Alix, t'as mangé ta biscotte aujourd'hui, et que je bois après, et si je dis, Alix, t'as mangé ta biscotte aujourd'hui, c'est pas bon, c'est pas raccord. Donc il faut vraiment faire attention à faire les trucs, raccords, etc. Ok, et ces emplois du temps-là, tu les as combien de temps à l'avance pour toi t'organiser un peu dans ta vie aussi? Je pense que tu les as, ça doit être 3 semaines, un mois à l'avance. Toi, c'était pareil aussi? Non, nous, les textes, c'était max 2 semaines, hein, max. Hein. Moi, j'apprenais que le week-end d'avant, quand tu es en train de tourner, par curiosité, tu vas peut-être lire vite fait ce qui va t'arriver, parce que tu es curieux. Mais en vrai, tu peux pas tout apprendre en même temps. Surtout quand tu es en intrigue A, tu es déjà Donc, tu fais le week-end et après, tu apprends vraiment en détail la veille pour le lendemain. Quand tu es en intrigue A, tu n'as pas le choix. Après, si tu as moins de séquences et que tu as les textes en avance et que tu ne tournes pas beaucoup la semaine d'avant, tu peux commencer à travailler en avance. Mais c'est vrai que quand tu travailles beaucoup, nous, ça pouvait être plutôt 8 séquences par jour. Quand tu as 8 séquences par jour, moi, j'écrivais tout en fiche. J'écris, recopier tout le temps. J'ai toujours recopié. J'ai des sacs remplis de... Tu les as gardés? Ouais, alors il y a certains que j'ai jetés, mais j'en ai gardé beaucoup. Ouais, c'est ta façon de mémoriser, en fait? Ouais, je rentrais une séquence dans une demi-page et je stabilotais, je surlignais des lettres qui se ressemblaient, qui étaient les mêmes pour visualiser. Et je faisais des audios aussi vers la fin. Quand j'avais trop de texte, je faisais des audios et j'écoutais comme ça quand je prenais mon bain. Je mettais toutes les méthodes visuelles, auditives. Et ça, c'est dans les grosses intrigues, oui, forcément. Mais c'est... Donc ça, je faisais le plus tôt possible, dès que je pouvais. Okay. Et quand j'étais en flux tendu, c'est le week-end pour la semaine. Et puis forcément, le soir, j'étais jusqu'à pas d'heure à apprendre mes 8 séquences pour le lendemain. Mais est-ce que quand tu fais tes audios... J'ai une question parce que moi aussi, l'apprentissage des textes, pour moi, c'est le plus chiant de ce métier. Toi, quand tu fais tes audios, tu enregistres les paroles de ton interlocuteur ou les tiennes aussi? Les deux. Ah, les deux, okay. Les deux, après, c'est un line learner, c'est le logiciel. Après, tu peux choisir d'écouter que tes répliques. D'accord. Ou toutes tes répliques, ou en accéléré. Des fois, je t'accélère pour aller plus vite. Bien, et moi, je faisais ça pour celles qui jouaient mes filles. Je faisais les audios, je le disais pas à la prod, mais aux parents, j'enregistrais toutes les séquences avec la bonne intonation et j'envoyais aux parents pour qu'ils fassent travailler celles qui jouaient ma fille. Je lui donnais un tempo de justesse, quoi. Ouais. Et du coup, la petite, elle pouvait l'écouter comme ça et j'aidais mes petits partenaires enfants avec. Je savais pas qu'il y avait des logiciels où tu pouvais apprendre. Oui, après tu choisis que ta réplique, les deux, ou la tienne en boucle, ou juste une fois. Il y en a d'autres logiciels, mais la prod en avait donné un autre, mais moi j'utilisais celui-là et ça aide pas mal, ouais. Ok, je regarderai ça parce que c'est... Tu vas repartir avec ta petite boîte à outils finalement. Mais ouais, grave, mais c'est super important. Non mais l'apprentissage des textes, vraiment pour moi... Toi, tu dis que tu commences la veille. Moi, j'apprends... Non, je commençais avant, mais vraiment, à peaufiner. D'accord. Parce que moi, c'est 3 jours avant. À chaque fois, 3 jours avant, je commence à apprendre les textes. C'est bien. Et je fais 10, 15 minutes, 20 minutes. Après, je passe à un autre texte et je m'apprends genre 8 textes comme ça. Et après, le lendemain, je les... Parce qu'en fait, le cerveau, pendant la nuit et tout, il travaille tout seul. Mais la veille pour le lendemain, je serais incapable. Non, mais je te parle en finition, quand je suis vraiment en flux tendu et que j'ai beaucoup... J'avais des fois, j'avais 50 séquences dans une semaine. Tu peux pas, en fait. C'était vraiment fort. Enfin, moi, ma technique, c'est je prends mon application Mémo Vocal, que tout le monde a, Voice Memo. J'enregistre les répliques des autres, des interlocuteurs, et je laisse un blanc pour les miennes. Ah oui. Et donc, du coup, je me réponds à mon téléphone. C'est comme un répétiteur. En fait, ce qui est fou, c'est que tu vas pouvoir passer 2 heures sur ta séquence, et à partir du moment où quelqu'un te donne la réplique, en 5 minutes, tu la connais. Quoi. C'est vrai. C'est incroyable. Si tu as la chance d'avoir quelqu'un qui donne la réplique, tu la fais en 3-4 fois, tu la connais. Ouais. Mais c'est vrai que les comédiens de quotidienne, vous avez une masse de textes à apprendre qui est quand même assez dingue. Ouais. Après... parce que vous avez ça par bloc en plus. Et l'autre truc aussi, peut-être qu'il faut raconter, c'est que
comme le tournage est cross-bordé, c'est-à-dire que dans la même journée, vous allez tourner des choses qui concernent une intrigue, puis une autre intrigue qui, à l'écran, sera peut-être 2 semaines plus tard. Et donc, vous êtes sans arrêt dans cette gymnastique, enfin, j'imagine, je suis pas comédienne, mais de savoir où en est mon perso. Là, dans cette scène, attends, qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est pas encore arrivé? Oui, c'est pas, et donc, il y a une vraie gymnastique. D'où les fiches. Moi, je mets tout dans l'ordre chronologique. Ouais. Et juste avant de tourner ma séquence, tu sais exactement où t'en es. Je reconnais parce que j'ai préappris quand même. Donc, je relis vite fait quelque chose que j'ai peut-être pas du tout tourné, mais je me remets dans le truc et qu'est-ce qui s'est passé juste avant, juste après. Et quand il y a des, alors je dis n'importe quoi, un début d'histoire d'amour par exemple, le premier baiser est très important. Donc je vais noter à quel moment ça a commencé, ou un divorce, ou un truc très fort qui fait que ton personnage n'est plus le même. Je regarde, attends, il y a 5 séquences, ok, donc là je commence à être pas bien, nana. Et c'est vrai que tu dois faire monter une émotion de bonheur ou de tristesse ou de mal-être qui va commencer ou l'inverse progressivement. Et c'est vrai que comme c'est tourné extrêmement mélangé, il faut mettre cette petite touche de progression dans un truc qui est hors du temps dans le tournage. Parce que pour bien recontextualiser, c'est-à-dire que, imaginons on est un lundi matin de tournage, tu peux tourner une séquence qui va être dans l'épisode d'un mercredi, une séquence qui sera dans l'épisode d'un jeudi, d'un vendredi, tout ça le même jour, et c'est pas le lundi on tourne tout un épisode. Non, non, parce et même à plusieurs semaines d'intervalle. C'est-à-dire que la même matinée, tu peux tourner un truc qui va être diffusé... je sais pas, dans un mois, un truc qui va être diffusé... c'est max sur 3 semaines, je pense. Mélangé, peut-être. Ouais, max. Je pense que ça un dépend mois, ça peut, quand c'est vraiment la galère. Ouais. Parce qu'en fait, c'est par décor. C'est ça. Pour que ce soit plus efficace, que le tournage soit plus efficace, tu c'est nous qui allons les changer. séquences par décor. Et donc, tu peux tourner des choses... pas du tout dans l'ordre, en fait. C'est pour ça qu'on court entre chaque séquence pour se changer de vêtements, et de coiffure. Ce qui est le cas sur un long métrage aussi, mais un long métrage, t'as juste une histoire. Enfin, t'as juste une histoire. Je sais pas, c'est pas très bien dit, mais t'as beaucoup moins de trucs qui se passent, en fait. Donc, même si c'est pas tourné dans l'ordre, parce que c'est jamais tourné dans l'ordre, sauf, je sais pas, si tu fais un plan séquence, adolescence, c'est mais il y a moins d'histoire, oui, c'est mais une voilà, histoire. Ouais. Là, vraiment, ce qui est super dur, moi, je trouve, pour les comédiens, c'est que, voilà, ils doivent être dans des états émotionnels très différents en fonction de leur parcours et tout est regroupé. En même temps, tu t'ennuies pas. Concentré, quoi. Tu t'ennuies pas. L'attente qu'on a au cinéma, où on est en manque de tournage, en manque de texte, en manque de. C'est vrai que c'est pas du tout le. Des fois, c'est vrai que t'as un j'ai que ça comme réplique. Et là, c'est l'inverse. T'es extrêmement servi, t'es extrêmement à l'écran, t'es extrêmement filmé. C'est pour ça que les gens t'aiment beaucoup aussi, parce que t'es beaucoup à l'écran. C'est vrai que sur un film ou un téléfilm, le réal, il va pouvoir filmer la tasse pendant que toi tu parles, défaire le flou, machin, arriver sur toi. T'as eu 3 répliques où t'es pas à l'écran. Alors que sur une quotidienne, on te voit. C'est vrai, j'avais jamais. Donc on t'aime parce que on te voit. Et c'est vrai que moins t'es filmé, moins on t'aime. Et tous les soirs chez les gens. Et tous les soirs chez les gens. C'est ça qu'il y a une. C'est pour ça que Frank Sinatra, dans ses contrats, imposait 200 gros plans minimum. C'est comme ça que tu deviens une star, quand t'es filmé. Et en quotidienne, t'es extrêmement filmé. Extrêmement de gros plans, extrêmement vu. Et beaucoup plus que sur n'importe quel format. Sauf si t'es la star, évidemment, du long métrage, mais autrement, t'es très peu filmé, en vrai. Et comment vous vous organisez ? Est-ce que toi, tu vis sur place, là où il y a le tournage, ou tu te déplaces Non, moi j'ai pris alors la série se tourne à Saint-Laurent-des-Gouzes. Moi j'ai pris un appartement à 30 minutes vers Montpellier. Et voilà, parce que j'aimais bien l'endroit. Et puis quand je viens sur Paris, je vis chez de la famille. Ok, donc t'es quand même sur place. Et toi, quand c'était à Marseille, tu vivais à Marseille ? J'avais mon appart à Paris, mais j'avais mon pied-à-terre à Marseille, que j'avais acheté d'ailleurs, et où je me retrouvais dans mon petit cocon en 2 secondes. Oui, au moins tu te sentais quand même un peu chez toi le soir, pas à l'hôtel, parce que c'est vrai que si t'es à l'hôtel tout le temps, ça va être un peu désagréable. Chaque situation a son avantage et ses inconvénients, mais oui, petit à petit, les gens prenaient un appart, ouais. Et sur la construction des personnages, parce que c'est vrai que c'est ce dont on parlait tout à l'heure, est-ce que vous avez votre mot à dire, comme par exemple sur notre anecdote de Biscotte est-ce que par exemple toi, Fabienne, il t'est déjà arrivé qu'on te propose une arche et qu'elle te plaise pas, et que t'aies ton mot à dire là-dessus en disant non, je veux pas. On ne propose pas. On te propose pas, alors c'est vrai. On nous propose pas, de toute façon, quand on a le texte, nous, on est à la fin de la chaîne. Ouais. Donc on a l'arche qu'on a et on essaye d'en faire la chose la plus belle possible. Après, sur des sujets un peu difficiles, où on essaye parfois d'en parler un peu en amont, tu vois, je pense à une arche qu'on a fait sur le viol. Mais effectivement, le comédien a pas de droit de veto, quoi.
Non, c'est complètement différent d'un scénario où tu lis t'acceptes ou pas. Oui. Là, tu es déjà dans le projet, donc en fait, on est dans la production. Donc, si nous, on nous avait prévenu une fois quand on faisait des scènes un peu de striptease, un peu des scènes qu'on s'appelle de burlesque. Okay. C'est ça qu'on appelle. Ouais. Et donc là, oui, on allait se dévêtir un petit peu, donc on nous en avait parlé en amont. D'ailleurs, j'avais raté les 2 premières répétitions de danse et j'avais fait danser avec les stars, donc j'avais ce truc de me rappeler des chorés en 2 secondes. J'ai tout de suite géré le truc et c'est tellement rare chez moi, c'est plutôt un cerf-volant. Donc là, c'était je capte en 2 secondes la choré, je m'en rappelle tout de suite, c'est trop cool. Mais voilà, là, oui, on m'en avait parlé en avance, mais pas vraiment à moi. Hein. Moi, on m'avait juste dit. D'autres comédiens me leur avaient demandé. J'ai dit, mais ils estiment que je suis pas pudique. Qu'est-ce qui se passe? Moi aussi, j'ai mes complexes. Non, non, Fabienne, c'est bon. Hein, okay. Ils avaient été admiratifs de ta performance sur TF1. Ils se sont dit. Non, mais pour moi, ils m'ont pas demandé. Ils m'ont dit, voilà. Après, parfois, il y a des petits trucs qui se font quand on connaît les comédiens. Bon, je pense que c'est un peu anecdotique, mais Raphaël Volkov, qui joue Roxane, elle aime la moto. Et à un moment, elle avait glissé que si elle pouvait faire de la moto dans DNA, ça serait cool. Et donc, à un moment, elle a eu une moto, il y a eu des intrigues avec des motos et tout ça. Donc, tu vois, de temps en temps, il y a des petits trucs qui se font aussi oui, ça dépend dans les des 2 acteurs, sens. ça quoi. dépend des caractères des acteurs. Et toi, Terence, ça t'est déjà arrivé de soit refuser catégoriquement quelque chose en disant non, mais ça, je ne veux pas le faire la biscotte? À part la biscotte, ouais, ça me reste en travers de la gorge, la biscotte. Non, enfin, il n'y a rien que j'ai refusé de faire. Après, par contre, j'ai dit en amont. J'ai dit je suis force de proposition aussi. Je suis force de proposition, c'est-à-dire que je vais dire à la prod ce serait cool que Gaëtan par exemple il fasse ça, ça machin. Donc voilà, je leur glisse des idées. Après ça se passe pas toujours, mais parfois on s'en saisit et ça nous donne ça permet de rebondir. Ouais. Exactement. Et ou alors à contrario aussi, on m'a demandé est-ce que toi tu te verrais par exemple faire ça et des fois je peux dire j'aimerais bien éviter si c'est possible, et puis voilà, et puis c'est tout. Mais jamais j'ai refusé dès que je reçois le texte, à part quand ça parle de biscotte. Ça vraiment, il y a un no-go sur la biscotte. Il y a un no-go sur la biscotte. Il n'y aura jamais de placement de produit biscotte. En fait, tu l'as jamais autant dit qu'aujourd'hui, je pense. Ouais, je crois. Mais tu l'as un peu exorcisé. Tu vas l'aimer à faire ça. Comment ça se passe quand vous avez, par exemple, des événements majeurs qui se produisent, type une élection présidentielle, un attentat? Je me souviens d'un épisode hommage qu'il y avait eu sur Plus Belle, mais je ne sais pas si dans d'autres séries quotidiennes, on peut aussi intégrer ces éléments. Par exemple, sur Demain nous appartient. Comment ça se passe? Pas tellement. En fait, c'est vrai que Plus Belle la vie est hyper connue pour réagir à l'actualité. Enfin, ils sont très en prise avec ça. En tout cas, quand c'était sur France 3, j'avoue que sur TF1, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Au match de foot, on tournait plusieurs versions. Ok. Et quand c'est vraiment un élément très très fort, on le tournait dans la journée et c'était rajouté par le diffuseur instantanément. Voilà, c'est à l'épisode du soir, par exemple, du soir ou du lendemain. Enfin, pour être très Nous, on colle beaucoup moins à l'actualité. Il y a vraiment l'idée que DNA soit une espèce de bulle, tu vois, qui distrait les gens, même si dans cette bulle, il y a quand même des morts, des serial killers et tout, mais c'est un truc un peu hors de l'actualité. Donc, on ne fait pas tellement référence. On avait fait, je crois que ce système de tourner 2 séquences, on l'a fait quelques fois, notamment sur des résultats de matchs de foot ou de trucs comme ça, quoi. Sur le Covid, par exemple, on n'en a pas du tout parlé quand c'était le Covid. Vraiment, l'idée, c'était non, on ne veut pas parler de ça. Ils l'ont fait avant. Dans DNA. Ouais, ils avaient inventé le virus. C'est un auteur qui s'appelle Vincent Germain, d'ailleurs, qui travaille maintenant sur DNA, qui était à l'origine de l'idée du virus. Des choses incroyables. Ouais. Des choses surnaturelles. Mais c'est un peu comme les Simpsons où ils prévoient le truc. C'est exactement. On a cette rêve Simpson. Ouais. Ah ouais, les Simpsons sont forts là-dessus. C'est fou. Normalement, c'est vrai. Les Simpsons et DNA qui le font. Les Américains ont d'ailleurs la rêve. Les Américains, eux, ils citent pas les. Ouais. J'étais à ça. Tu peux la refaire, hein. Ouais, c'est bon, ça a pu être pareil. Mais non, c'est vrai que les Simpsons, c'est flippant aussi. Très forts, ils sont très forts. Donc vous ne collez pas à l'actualité? Non, nous, on colle pas à l'actualité, ouais. Et toi, tu as déjà été dans des séquences comme ça, rajoutées au dernier moment? On fait appel aux comédiens qui sont sur place pour tourner la séquence. Les attentats, j'étais pas là parce que j'étais justement à Danser avec les stars. On avait eu le prime interrompu. J'ai fait
élection et match de foot, plusieurs versions. Comment on fait quand on joue dans une série comme ça, là ça va surtout s'adresser à vous deux, pour réussir à switcher de son personnage qui va vivre des choses très difficiles pendant une longue période à son soi, par exemple toi Fabienne, de passer de Samia qui vit, je sais pas, un deuil ou une émotion difficile, et rentrer chez soi et se dire « Ok, je ne suis plus Samia, je suis Fabienne », quand pendant très longtemps tu vis cette émotion. Ta question est pertinente. C'est vrai que moi, j'ai jamais eu de problème pour... moi, je suis Samia juste à action. Après, j'arrête. J'ai jamais eu de dédoublement de personnage. Après, là où tu as raison, c'est sur un personnage qui, si tu dois pleurer toute la journée, même si c'est pas toi et c'est pas ton histoire et tu fais la différence entre la réalité et la fiction, ce qu'il y a, c'est ton corps qui est fatigué. En fait, si tu pleures toute la journée, même si ton cerveau, il va bien, ton corps, il s'est fatigué, tes yeux, ils sont rouges, t'as mal à la tête, ton corps a été quand même chahuté de façon physique. Pas de façon psychologique, mais de façon physique. Donc, c'est vrai que ça fatigue. Et parfois, je sais pas si tu as quelqu'un qui est à Marseille avec toi, lui va vouloir, lui ou elle, va vouloir sortir, machin, parce que sa journée commence au moment où toi, tu as fini, et toi, tu as juste besoin de souffler. Et c'est vrai que le rythme entre quelqu'un qui travaille ou qui tourne, ou ça dépend, ça s'applique à n'importe quel travail, n'est pas pareil pour la personne qui attend et la personne qui travaille. Donc, mais c'est vrai que le corps se fatigue. Mais après, c'est rare quand même d'avoir des journées, enfin des trucs qu'on pleure toute la journée. Ça arrive, mais... Mais tu dis qu'il n'y a pas d'impact psychologique, mais quand tu joues une émotion de la tristesse, t'arrives à te dire que c'est ton personnage et où tu fais appel à toi des émotions que Fabienne ressent pour pleurer. Alors, moi... La méthode Actors Studio, je l'ai utilisée une seule fois en tant que comédienne, c'est dans Section de recherche. Pour une scène qui appelait... quand je la lisais, en fait, il suffisait de changer des mots, des lieux, et ça faisait trop appel à ma vie à ce moment-là. C'était au moment où je divorçais. Et du coup, cette séquence me faisait pleurer. Et je me mettais dedans avec Isabelle Boulay, Parle-moi. Voilà, c'est la seule fois où j'ai fait cette méthode Actors Studio. Tout le reste du temps, j'active juste des petits trucs en moi qui sont assez faciles et assez innés. Et puis t'as le plexus de l'émotion, je me mets juste dans la situation en fait du personnage. Après, bien sûr, il faut se concentrer. Quand t'as une scène où tu dois pleurer directement et que t'as un bruit pas possible sur le plateau, voilà, c'est compliqué. Et puis au moment où t'as l'émotion qui vient, attendez, machin, il est pas prêt, attendez. Ok, alors tu te remets dans le truc. Ok, ah putain, ça vient, j'espère qu'il va dire action. Attention, les figurants, machin. Et là, putain, c'est pas vrai, mon Dieu, je vais tuer quelqu'un. Et voilà, et puis parfois, tu rates. Parfois, ton émotion, elle n'est pas au bon moment, mais c'était bien. Non, c'est pas bien. Si, c'était bien. Allez, suivante. Putain, et toi, t'es frustré à mort parce que voilà, et t'es pas choyé, hein. Tu dois être OK à la seconde près. C'est quand même un rendement, là, pour le coup. Et pour ça que c'est une super école, c'est l'école de la frustration, mais c'est pour ça que tu peux pas être dans les méthodes d'Actors Studio, tu peux pas y être. T'es pas au centre de l'intérêt. Même si c'est une séquence hyper difficile, pour eux, c'est une séquence comme une autre, et tu dois juste être performant au moment où tout le monde est prêt. C'est pas toi qu'on va attendre, quoi. Après, si t'as certains réals qui te disent « Dis-moi quand c'est OK ». Oui, mais c'est 10 mois dans les 30 secondes, quoi. Tu as 1 minute et demie au max. Voilà, même pas. En plus, il y aura tout le monde qui te regarde comme ça. Ouais, puis comme tu dis, c'est bon, ça t'a déconcentré. Donc du coup, ouais, non, c'est chaud en vrai. C'est vrai que vous apprenez, vous le savez, à tourner très très vite, en fait. Le rythme d'une quotidienne, c'est... Moi, j'avais des techniques, tu vois, rapide. j'ai mes doigts un peu cracra, je faisais comme ça, je m'appuyais dans les machins, les trucs machins, je faisais comme ça. Ouais. Et là, putain, j'avais l'émotion, pardon. Et j'avais l'émotion qui montait comme ça, mais t'es obligé d'avoir des méthodes mécaniques parce que t'as pas le temps, quoi. Toi, t'arrives à faire ce switch entre ton personnage et toi? Non, et Gabriel. Non, là, en ce moment. Excusez-moi, d'ailleurs, je t'ai mal présenté tout à l'heure. C'est Terence que... Alors, attends, je vais l'appeler. Non, en fait, mais moi, en fait, c'est ma famille, en fait, c'est mes proches qui me disent, en fait, j'ai joué plusieurs personnages, des personnages qui étaient en colère tout le temps, enfin, pas en colère tout le temps, mais principalement de la colère, principalement de la tristesse, principalement joyeux, machin. Et en fait, c'est ma famille qui me disent... je te sens bien en ce moment parce que j'ai joué un personnage heureux, donc du coup je suis tout le temps dans l'euphorie du truc. Ouais. Incroyable. Et en fait ça détend quand même, quoi. Ça détend un peu, en fait, parce que quand tu joues des trucs où t'es tout énervé toute la journée, tu vas rentrer à la maison, tu vas vouloir tuer des gens.
Et c'est ma famille qui me le dit. Et même moi, je me rends même pas compte. Je me dis, c'est vrai que là, j'ai un peu réagi bizarrement. À ma manière de conduire aussi, je le vois. C'est-à-dire que si je vais jouer des trucs énervés, je vais rentrer, je vais écouter du rap, je vais être comme ça, bam, bam. Dès qu'il y a un mec qui va me faire une queue de poisson, je dis, malin. Alors que si je joue des trucs tranquilles, je suis en mode, vas-y, passe, c'est bon, je m'en fous et tout. Donc c'est là où je m'aperçois qu'il y a un truc. Et par contre, ce que je voulais dire aussi, c'est que le contraire aussi arrive. C'est-à-dire que des trucs qui m'arrivent dans ma vie, des fois me perturbent sur le plateau. Récemment, j'ai perdu ma maman. Et je sais que quand je vivais cette période-là, sur le plateau, j'arrivais pas. J'étais en mode. Ça, c'est dur. Mais qu'est-ce que je fais là, en fait ? C'est d'une violence. Et tout le long, et même je me rappelle des séquences qui étaient vraiment dures à tourner, où je devais être le mec heureux, machin. J'étais en mode, j'ai pas du tout envie, quoi. Alors qu'à ce moment-là, t'aurais eu une intrigue de tristesse, ça t'aurait permis de... Là, pour le coup, j'aurais gagné un Oscar. T'aurais été... Je sais pas s'il y a un Oscar pour les quotidiennes, mais je l'aurais gagné ce moment-là. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que le contraire existe aussi. Donc c'est ça qu'il faut pas oublier, c'est que même pour les comédiens de quotidienne, on a une vie à l'extérieur, et cette vie-là peut aussi nous influencer et puis nous faire jouer de manière totalement différente. Et je trouve que ça, c'est plus problématique que le contraire, finalement. Surtout une peine comme ça. C'est tellement énorme que t'es intrinsèquement meurtri. Ouais. Donc, mais ça fait partie du coup de l'énergie d'acteur, de dépasser ça. Il y a des acteurs qui perdaient quelqu'un de leur famille, et le soir, ils étaient au théâtre. Et ça, c'est une énergie d'acteur, et c'est ça qui fait que ce métier est magique. Parce qu'à Action, ou dès qu'on rentre sur un plateau, c'est fini, quoi. Après, ça repart, mais c'est l'énergie, c'est magique pour ça. Ça demande un effort surhumain d'oublier tout d'un coup et de se dire, allez, aujourd'hui, j'ai mangé une biscotte. Tu vois, genre, c'est vraiment, mais parce que là, tu cites un exemple qui est le plus dur du monde. Bien sûr, mais il y a d'autres exemples aussi qui sont à échelle inférieure, c'est sûr. Une séparation, c'est super dur. J'ai vécu aussi ça. C'est super dur sur le plateau de pas penser fait qu'on se sépare, ou alors je sais pas, des trucs de la vie quotidienne où t'as une somme à payer aux impôts, ou t'as machin, ou t'as des trucs. Il y a tout le temps des petites frustrations qui existent, ou à contrario des trucs où t'es super content dans la vie et tu te dis allez, maintenant faut que je pleure. Maintenant faut que je me sépare. Tu vois. Mais ce qui est fou, est-ce que ça t'est pas arrivé, parce que nous c'était souvent à Plus belle la vie qui est une espèce de parallélisme qui se fait entre ta vie et il y a des acteurs, ça leur arrivait tout le temps, et un peu ça arrive à des moments mais est-ce vraiment le fruit du hasard ou un truc, je sais pas, mais il y a une espèce de truc incroyable, quoi. C'est obligé, parce que si ils réfléchissent à l'arche 6 mois à l'avance et que ça t'arrive là, le mois où tu dois le jouer, c'est vraiment... mais tu vois, une séparation, si tu commences à parler un peu en disant ça va pas très bien, la scénariste dans sa tête, on sait pas. C'est vrai, on sait pas. C'est vrai. C'est fou. Non, c'est possible. Moi, en tout cas, pour ITC, avec mon personnage, ils sont pas très forts là-dessus. Ils sont jamais en cohérence avec ce que je dis. Ouais, grave. Ils sont pas très forts là-dedans. Et alors, il y a le switch entre votre personnage et vous, mais il y a aussi une question que je me pose. Et d'ailleurs, j'en ai plaisanté au début de la table ronde en disant à Fabienne, si jamais je t'appelle Samia, vraiment, n'hésite pas à me mettre une petite claquasse derrière la tête. Est-ce que le public et les fans de la série arrivent à faire la distinction entre votre perso et le vous réel? Par exemple, toi, est-ce que tu as déjà eu des interactions curieuses avec des gens dans la rue? Mais moi, les premières années, mais c'était tout le temps. Après, c'est vraiment... je sais pas, tu raconteras ton expérience, mais moi j'étais aux prémices des trucs, donc et on avait beaucoup de couves avec les prénoms des personnages. Ça a été un grand combat d'avoir les couves avec nos vrais prénoms. Les couvertures, par exemple, de 7 jours. Oui, les couvertures de magazines. Ouais, à l'avance c'était Samia. Ah bon? Et oui, tout le temps. Donc forcément, entre les gens qui nous voyaient tout le temps au quotidien, tous les jours chez eux, moi j'étais la sœur, la maman, la machin. J'étais vraiment. Les gens ils arrivaient, machin. Ou si je reconnaissais, les gens je les connais pas dans la rue. Tu peux dire bonjour quand même. Ouais, mais je te connais pas, pardon. Et c'est des trucs vraiment bizarres. Les gens sont très familiers, donc il faut être très familier. C'est pour ça que je gardais ce truc d'être assez familière. Parce qu'en fait, les gens, ils croient vraiment... Et puis quand on te dit, je te regarde tous les soirs, là, t'es à eux. Voilà. Et donc oui, on m'a appelée Samia des années. Après, quand la presse a commencé à vraiment mettre nos vrais noms, et après, plus tu fais des projets à côté, plus les gens voient que... Mais en fait, pour eux, c'est faire continuer leurs rêves. Donc après, moi ça a été un de mes grands combats. Et, maintenant c'est même les dernières années à Plus belle, ça allait beaucoup mieux. On appelle par nos vrais noms, mais ouais, ça a été très beaucoup d'années, ouais. Des fois les gens ils t'arrêtent, puis on sait pas sur quel projet, sur quel truc ils nous ont vu, donc on a un peu, on nous arrête.
Je vous connais. Et puis voilà, et puis ils attendent, puis tu dis, ça m'est arrivé là ce matin en arrivant au studio justement, une personne qui dit je voulais juste vous dire bonjour. Et puis moi j'étais bonjour. Et puis après je suis parti. Donc on sait pas vraiment d'où les gens nous connaissent, mais de toute façon ils sont toujours super contents. Et en vrai, moi ça me fait toujours plaisir qu'on me dise j'aime bien ce que vous faites, ou alors vous auriez pas dû tromper votre copine, ou alors. Non, mais tu vois, ils te disent ça quand dû... même. Donc il y a un truc où. Ouais, il y a un truc. Le passage où j'ai trompé ma copine là, je me suis pris vraiment, surtout sur les réseaux sociaux, parce qu'en vrai les gens ils osent pas trop me dire quoi que ce soit. Mais toi, t'avais fait Danse avec les stars avant, donc les gens, t'as quand même une partie du public qui te connaissait avant, et puis t'as, j'imagine, deux types de personnes. T'as la personne qui te connaît que par ton personnage, et d'autres qui te connaissent d'avant, donc c'est peut-être moins évident que moi, que c'est vraiment Samia. Ah d'accord, ok, oui c'est vrai, non c'est vrai. Ouais. Puis je fais d'autres trucs à côté, j'ai voilà, fait des petites émissions. Oui, t'es pas marqué aussi fort par l'image, quoi. C'est plus boum quoi. La chance que vous avez tous les deux, c'est que vos personnages sont des personnages, étaient des personnages sympas. Oui. Samia, elle était sympa. Toi, Gaëtan, il est sympa. Mais c'est pour ça aussi, du coup, les gens nous aiment encore plus. Ouais. Mais c'est vrai, je me rappelle du truc là, que tu disais. J'étais avec, mon vrai mari dans l'histoire, et une personne me voit et le regarde et me regarde. C'est dans un restaurant au moment de payer au bar. L'air de dire mais il est où, Bauer? Ah oui, c'était pas ton mari de la série. Mais genre, qu'est-ce que tu fais, quoi? Mais vraiment, l'incompréhension totale. Et des acteurs qui ont vécu des choses terribles avec des gens, ouais, tu le trompes et tout. Alors, mais vraiment des gens dedans à 100%. Mais ça dépend du type de... T'as des enfants de 4 ans, 5 ans qui vont dire « Ah, c'est la dame qui travaille à la télé, qui a capté que c'était de la fiction. » Et t'as l'adulte qui est tellement dans le truc que tu peux lui dire ce que tu veux. Moi, je me rappelle une fois, j'étais en Smart. Dans l'histoire, je venais d'avoir une fille. Et la nana regarde derrière la voiture, fait « Mais elle est où, votre fille ?» Alors, je dis « Ce sont des jumelles, des comédiennes, mais je sais pas... » Mais elle est... Et là, je vois mère indigne. Dans sa tête, elle me traite de mère indigne parce que je n'ai pas ma fille avec moi. Ma vraie maman, a reçu des vêtements de naissance quand Samia est devenue maman dans l'histoire, alors qu'ils savent que c'est pas... En fait, dans l'histoire, il y avait celle qui jouait ma mère, qui n'a rien à voir avec ma mère, et les gens offrent des cadeaux de naissance à ma mère, qui est ma vraie maman et qui connaissent vraiment, alors qu'il y a une autre... Ouais, il y a une espèce de confusion. C'est pas une espèce... c'est chaud. Non, c'était des trucs... on vit des trucs fous, hein, fous. Ouais, mais c'est beau, ça veut dire qu'on raconte des histoires et que les gens y croient. Et puis surtout, les gens qui font ça... sont vraiment des fans de la série et aiment vraiment, quoi. Oui. C'est intense. Je me posais la question par rapport à la fin des Arches aussi. Comment on décide que ça y est, c'est la fin pour un personnage, surtout pour sortir un personnage de l'histoire? Ah oui, alors tu veux dire les personnages, quand est-ce qu'on décide que ça y est, il a fait son temps. Alors, il y a plusieurs possibilités. Non, parfois il y a des comédiens qui ont envie de passer à autre chose et qui du coup disent moi j'ai envie d'arrêter. Donc là en général, la façon dont ça se passe, c'est que ils tournent encore quelques mois et on prépare une sortie. Comme un préavis, finalement. Moi, en fait, c'est ça. Ouais. Soit, donc ça peut être une sortie plus ou moins... plus ou moins marquante, quoi. Il peut y avoir des personnages qui partent comme ça sur... ils peuvent revenir aussi, et puis ils peuvent revenir. Après, il y a des personnages qui meurent, il y a des personnages qui font des trucs affreux, qui partent en prison. Donc tout est un peu envisageable. Et après... Parfois, il y a des personnages... En fait, ce qui est un peu dur dans une quotidienne, c'est qu'il faut quand même, de temps en temps, qu'il y ait des héros qui meurent. C'est dur à dire, mais si on fait jamais mourir le moindre héros, les spectateurs vont se dire, à chaque fois qu'il y a du danger, oui, de toute façon... il va pas mourir. Il y a rien qui va se passer, quoi. Aucun de nos héros va mourir. Et là, récemment, cet été, on a fait mourir, donc dans les épisodes qui ont été diffusés, hein. De toute façon, je ne peux pas vous parler des épisodes qui n'ont pas été diffusés, mais un personnage d'avocat qui s'appelait Simon Leclerc. Et les gens nous en ont voulu. En général, quand on fait mourir des personnages importants, les gens, le public n'est pas content, parce que souvent, ils ont envie... Voilà. N'empêche que le fait que ce personnage meure cet été, ça fait que maintenant, dans les épisodes qui ont été diffusés plus récemment du séisme, les gens ont vraiment peur pour les personnages. Alors, je ne vais pas vous dire s'il y en a qui vont mourir ou pas, mais en gros, ça remet dans le jeu, tu vois. Non, mais c'est vrai que c'est triste, voilà, mais ça permet aussi que les gens se disent « Ah merde, ah non, mais attends, s'ils ont fait mourir telle personne, c'est qu'il y en a peut-être d'autres qui vont mourir et tout. » Donc, ça remet un peu un
un enjeu sur le truc, quoi. Quand vous lui avez annoncé au Oui, à à l'acteur. Je me posais cette question. Ouais, grave. Comment il l'a pris? Alors, en fait, super. Non, c'est pas moi qui mal. l'ai annoncé. En général, c'est plutôt la prod ou le dire de Cole qui fait ce genre d'annonce. Je crois qu'il a... en l'occurrence, Sofiane Francine, le comédien s'appelle, je crois qu'il a compris que c'était le jeu, quoi. Tu vois, tu sais, quand tu es acteur dans une comédie quotidienne, que tu peux... C'est jamais acquis. Ouais, voilà, c'est... Et le truc qui est marrant, petite anecdote sur ça, c'est que quand j'étais à un festival de séries au printemps qui s'appelle Cannes Séries, je suis tombée sur le comédien dans une soirée. Et donc, je me suis présentée, on se connaissait pas. Enfin, il savait pas que j'étais aux Arts de DNA, et donc je me suis présentée. Et là, effectivement, le premier truc qu'il m'a dit, c'est « Ah, c'est toi qui m'as fait mourir !» Et donc, j'ai dit « Non, c'est pas moi, c'est un truc collectif et tout. » Mais voilà, effectivement, les comédiens peuvent le prendre plus ou moins bien. Voilà, en l'occurrence, Sofiane, il a compris que c'était un peu la règle du jeu, quoi. Bah, au moins, c'est ça, sa réaction, il est sincère. Ouais. Il est mort comment? Pardon, excuse-moi. Il s'est pris, il y avait une histoire de serial killer, il s'est pris un projo sur la tête en sauvant quelqu'un. Il est mort en héros, il a sauvé quelqu'un. Ah oui, ces projos là, comme c'est dangereux là, on dit toujours, faut prendre les assurances. Toi, Fabienne, ton personnage est décédé, non? Oui. Exactement. C'est tout. Alors comment ça s'est passé? J'ai besoin que tu m'expliques parce que c'est toi qui vas vers la prod. Je vais pas te dire tout. Non, tu gardes ton petit genre secret, mais est-ce que tu peux me dire? C'est toi qui dis que tu veux partir? Oui, en fait, j'ai eu une espèce de flash où mon personnage allait un petit peu retourner en arrière et j'étais assez contente de son évolution. Et voilà, ce flash, en fait, je m'en suis servi pour prêcher le faux pour avoir le vrai. Ça, je peux te dire, auprès des habilleuses. Et en fait, j'ai eu mes réponses au-delà, d'ailleurs, et j'ai fait semblant de savoir, en fait, par rapport à mon flash. Okay. Et mon flash était justifié. Et donc, elles m'ont dit oui, nanana. Et là, j'étais vraiment abasourdie par l'évolution de mon personnage. Et en fait, mon sang n'a fait qu'un tour. Je suis montée. Moi, je suis quelqu'un de très entier. Hein. Je suis montée. Et puis, ironie du sort, ce jour-là, il y avait les 3 productrices qui étaient là, ce qui arrive jamais. Et je les ai, entre guillemets, convoquées dans le bureau. Et puis, je leur ai dit, voilà, je vais quitter la série. Donc, ça a été très, très dur, violent, grande discussion, etc. Bon, après, m'ont prévenu que c'était un métier très difficile, où il n'y avait pas de travail, etc., etc. Donc, j'étais... je suis partie en connaissance de cause, mais ce n'était pas un caprice parce que, 15 ans et demi, j'estimais que ce n'était pas un caprice. Et puis j'avais vraiment besoin de vivre un petit peu pour moi, tout simplement, de me reconnecter à la nature, à la vie. J'étais vraiment, moi je suis quelqu'un de très sérieux, donc je travaillais beaucoup mes textes en amont et je travaillais tout court. Et donc c'était une survie une belle vie dans une survie, mais c'était une belle vie. Attention, hein, je suis toujours pleine de gratitude et je n'oublierai jamais cette expérience dingue. Mais voilà, et donc après, ça a été assez loin parce que du coup, elles m'ont fait rencontrer le chef-auteur, chose qui ne se fait jamais, pour essayer de me convaincre, de m'en faire des choses scénaristiquement magnifiques, une évolution magnifique sur mon personnage, mais non. Et puis, ils croyaient que je l'ai quitté pour autre chose. Alors certes, j'avais section de recherche, mais pas, c'était sous forme d'unitaire. Après, c'était fini en format série. Donc, j'aurais vraiment dit, je saute dans le vide, en fait. Je vous quitte pas pour autre chose. Vraiment, je ressens très, très, très fort à l'intérieur de moi. C'était comme une espèce de burn-out, en fait, comme une espèce d'implosion. Mon corps a pété un plomb. J'ai vraiment craqué, quoi. Je ne pouvais pas me projeter comme ça, supporter. J'ai pété un câble. Voilà. Et comment se passe la fin de ton personnage? Alors, combien de temps tu as dit que tu voulais partir? Ils m'ont demandé un préavis de presque un an. Et j'ai refusé parce que pendant cette presque année, il y avait plusieurs mois, 3 mois, je crois, où je tournais pas du tout. Donc, je leur ai demandé de coller la fin d'avancer. Donc, c'est un préavis qui s'est réduit à 6 mois. Et donc, la fin, j'ai pas très bien compris comment mourait mon personnage moi-même. Je tournais des choses sans avoir des éléments. Je disais des choses sans savoir pourquoi je disais ça. C'était un peu perturbant, mais j'ai fait l'exercice. J'ai toujours pas compris à la diffusion. Et après, on m'a fait revenir, je crois, 2 ans après, quand la série s'est vraiment arrêtée. Sur France 3 ? Oui, toujours sur France 3, oui, pardon. Je suis revenue en fantôme ou en pensée de Bauer. Et donc là, il y a eu quelques explications. Ça s'est un petit peu éclairci. Et puis, du coup, je suis revenue, alors, dans la fiction, comme un ange pour Bauer, pour le conseiller. Mais je suis revenue aussi un petit peu, avec tout le recul que j'avais sur l'arrêt,
Moi, je l'avais vécu sereinement, évidemment. En plus, j'ai une très belle fin. On m'a fait plusieurs fêtes de... on m'a fait un reportage sur ma fin. On m'a fait une fin à l'intérieur, une fin à l'extérieur. Enfin, je veux dire, je remercie Céline Covy qui m'a fait une fin tout en douceur. J'ai vidé ma loge une semaine avant pour me protéger aussi, parce que c'est dur quand on s'en va quand même si c'est sa décision. Il faut protéger son petit cœur. Et du coup, j'ai fait les choses doucement et tout pour me protéger. Et puis, j'ai été vraiment choyée. Ma fin a été vraiment très douce. Et donc, quand je suis revenue 2 ans après, il y avait tous les jours des gens qui pleuraient, tous les jours des personnages qui s'arrêtaient, donc des pleurs tous les jours, et la prod, des gens à la prod, à la compta, etc., qui étaient dévastés que la série s'arrête. Et donc, je suis venue un petit peu aussi comme une petite mission pour les rassurer, les aider. Et je savais que ça allait recommencer. Je le savais. Ah, tu le sentais ? Je savais que ça allait s'arrêter. Et je savais que ça allait recommencer. Alors, je resitue juste parce que la série s'est donc arrêtée sur France 3 pendant quoi ? 2 ans ? 1 an ? Même pas, oui, je pense. Et après, on a annoncé un retour, donc Plus belle la vie, encore plus belle, sur TF1. Est-ce qu'on t'a rappelé ? Non, pas du tout. Mon personnage était quand même mort. Hein. Oui, c'est vrai que là, c'est ce que, effectivement, là c'est vrai que ce dont on parlait tout à l'heure, là, la résurrection, c'est un peu compliqué. Ouais. T'aurais aimé, si on t'avait appelé, retourner dans la série ? Non. T'avais vraiment mis... C'était trop tôt. C'était trop tôt. Je dis pas non à vie parce que c'est toujours des belles aventures de tournage, mais là c'était encore trop tôt. Et puis vraiment quand j'ai arrêté, 4 mois après, je suis tombée enceinte. Ah oui, donc en plus après, il s'est passé des trucs quand même, un truc de fou en tant que femme, quoi. Donc mais 4 mois jour pour jour, hein. Donc vraiment il se passe quelque chose quand même. Ouais, c'est fort, hein, c'est vraiment... Moi, j'avais la tête dehors, mais j'avais vraiment les 2 pieds dedans, je m'investissais beaucoup. Et puis, j'avais choisi de venir vivre à Paris. Paris, c'est une ville que j'adore. Et c'est vrai que je suis partie, j'avais 25 ans, je suis revenue à 40, je faisais des allers-retours, mais j'avais vraiment envie de vivre Paris, quoi. Ta vie de femme aussi, à cette époque-là, quoi. Je me demande si tu réfléchis à l'après aussi, toi. En fait, moi, depuis que j'ai commencé ITC, je vois un peu ça comme une école. C'est-à-dire que j'étais pas comédien quand j'ai commencé, et j'ai toujours un peu ce syndrome de l'imposteur à chaque fois que je mets les pieds dans un tournage. Donc vraiment, à chaque fois que j'y vais, je me dis, je vais apprendre des choses, je vais m'entraîner et tout. Donc oui, c'est quelque chose que j'appréhende forcément, parce qu'on est sur une quotidienne, on est sûr qu'on a du travail, on est sûr qu'on va pouvoir mettre de l'argent de côté, on va pouvoir vivre. Et donc forcément, je sais que si un jour j'étais amené à arrêter, que ça vienne de moi ou de la prod, c'est sûr que je vais avoir une appréhension. Mais après, je pense que ça fait partie de la vie. Et je sais qu'aujourd'hui, là, je vais tourner sur d'autres trucs. Je sais que j'ai pas mal de projets sur lesquels je vais travailler là jusqu'à un petit moment, parce qu'en fait c'est ça, en fait, quand on est comédien, on a peur de pas avoir du boulot le lendemain, quoi. Ouais, t'as pas la vision, quoi. On n'a pas la vision. Moi, je sais que je suis bon jusqu'à février. Après, je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas. Donc vous avez des projets en mars, n'hésitez pas. C'est ça. Donc non, je sais que je suis bien pour l'instant, mais c'est vrai qu'après on n'a pas signé de CDI, quoi. Donc on sait pas ce qui va se passer. Mais quand on fait ce métier, on accepte la précarité de ce métier avec la magie aussi. Parce que ce métier, c'est pour ça qu'il est incroyable, ce métier, parce qu'il est super dur. Et c'est pour ça qu'il est magique. Et est-ce que la série quotidienne, c'est un frein ou ça t'ouvre des portes pour d'autres productions autour, pour d'autres séries, d'autres films ? Lui, moins que moi, je pense. Moi, je ne l'ai pas ressenti par rapport à mon image, mais je l'ai ressenti par rapport à mon emploi du temps. C'est-à-dire que j'ai dû refuser un rôle, là, récemment, sur Netflix, qui était en plus une production américaine. À la base, je faisais les essais pour faire le premier rôle. Du coup, j'ai pas eu le premier rôle, mais le réalisateur a tellement aimé nos échanges qu'il m'a dit, j'ai écrit un autre rôle juste pour toi, plus petit, où il y a 3 jours de tournage, c'est rien du tout, mais ça va te mettre le pied à l'étrier. C'est un réalisateur qui avait travaillé avec Robert De Niro et tout, tu vois, les plus grands. Et ITC a dit, non, il doit tourner à la ferme, c'est pas possible. Et il m'a dit, je suis désolé, c'est pas possible. Et toi, Fabienne, est-ce que tu as déjà ressenti que ça t'avait ouvert des portes, ou au contraire fermé des portes, peut-être pour le cinéma, pour des longs métrages, le fait d'avoir été 15 ans dans une Alors, j'avais fait très peu de cinéma avant, tout petit peu, mais très peu, donc je peux... En fait, si je devais recommencer ma vie, j'essaierais Sans plus belle la vie pour voir si j'arrive à faire du cinéma. Wow.
Ouais, pour voir. Après, mon destin, il a été comme ça. J'ai une forte expérience, une très bonne école, j'ai une jolie notoriété. Après, alors j'allais dire à moi, mais à un moment donné, c'est pas qu'à moi, c'est au destin de le transformer ou pas. Je fais confiance à la vie, je suis pleine de gratitude de ce qui m'est arrivé. Après, oui, c'est une image en fait qui est forte comme je dis toujours. Je pensais que c'était un comment dire non, c'est un tatouage. C'est un tatouage sur lequel il faut rajouter d'autres choses et c'est une image qu'il faut faire évoluer. Donc oui, c'est un cadeau parce qu'on a une notoriété et d'avoir une notoriété, c'est un cadeau parce qu'on est tellement des milliers, encore plus maintenant. Moi, j'ai commencé le métier il y a longtemps, on était beaucoup moins. On est énormément, donc c'est un cadeau, mais il faut pas que ça soit un frein et ça le sera de moins en moins. Mais je vais pas te mentir, ça a été un frein quand même à des moments. Ouais, c'est ce que j'avais cru comprendre. Pour terminer, je vais vous poser une petite question. Une question coulisses. Quand vous parlez de votre métier ou de ce que vous faites, à vos proches ou à des gens qui sont peut-être extérieurs à ça, quelle est cette chose que vous leur dites, cette anecdote, pour laquelle vous avez toujours la même réaction qui est « Oh, je pensais pas ». Un truc un peu coulisses, un peu niche. Mais ça peut être... par exemple, tu vois, moi, quand j'ai découvert qu'il y avait 3 types d'intrigues, tu vois, c'est quelque chose... Oui, quand on tourne tout mélangé et que c'est nous qui allons nous changer. On ne tourne pas dans le même ordre. Après, moi, mes proches s'en foutent totalement de ce que je fais. Vraiment, on ne pose pas de questions. Une petite anecdote de tournage, un petit truc de comédien que seuls les comédiens savent, un petit raccord, toi... Non, alors moi, en scénario, écriture, souvent, quand je dis je suis scénariste, on me dit « Ah, c'est toi qui écris les dialogues, alors ?» Parce que les gens n'imaginent que le dernier truc, ce qu'ils voient à l'écran. Oui, ou la alors totalité. Que je n'écris pas de dialogue, mais c'est vrai que c'est souvent ce truc-là, tu vois. C'est tout à fait ce que j'ai cru, moi, au début, quand on s'est dit on va mettre Cécile autour de la table. Toi, Terence ? Moi, j'en ai une. J'ai joué dans un téléfilm, une série sur Prime Video qui s'appelle Dear You. Et dans cette série-là, on m'a maquillé les fesses. Voilà. Wow. Et ça, c'est une anecdote où quand je le dis, les gens, ils font « T'as maquillé les fesses ?» Oui, parce qu'il y avait un plan de mes fesses à un moment donné dans le lit. Et donc, voilà, on m'a maquillé un peu. Tu sais que ce que tu viens de dire, ça va tellement être dans les petits extraits du début de la vidéo pour donner envie aux gens de rester T'as demandé ? Je crois que tout mon corps, oui, mais je crois que tout mon corps, à part, bien sûr, tout mon corps a été à la caméra. Enfin, je veux dire, mais je suis plus du tout. Avant, j'étais un peu pudique et tout. Maintenant, t'as fait danser avec les stars, t'as été torse nu sur tous les primes. Oui, et encore, si c'est que le torse, ça va, mais le bas, des fois, bon, tu te dis, je suis pas très envie, quoi. Mais tu le dis ça quand même. Enfin, c'est important de le dire, tu vois. Bah maintenant, on a ce qu'on appelle des coordinatrices d'intimité. Les comédiennes avec qui j'ai tourné, il y en a qui voulaient pas qu'on voit certaines parties de leur corps et tout. Donc, les coordinatrices et coordinateurs d'intimité ont leur place aujourd'hui sur les plateaux, parce que tu as des fois où tu acceptes des choses et tu sens que tu l'acceptes parce que tu as la pression des gens qui te disent « Bon, on va faire ça, toi, ça va, ça te dérange pas de rouler une galoche à machin ?» Bah non, du coup, parce que tu me le dis comme ça, mais si quelqu'un me pose la question « Est-ce que vraiment toi, ça te dérange ?» Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de dire non. Bah là, dans ce cas, tu veux dire c'est vrai que je préférerais pas et tout. Et puis, il s'assure que les gens ont bonne haleine quand il y a une scène de bisous, par exemple. Donc, du coup, voilà, on a filmé mes fesses et maquillé mes fesses. Et je trouve que ça, c'est sympa. Parce que je pensais pas qu'elles méritaient du maquillage. Après, je les vois jamais. Donc, oui. Merci pour cette petite anecdote, je l'apprécie. Et toi, Fabienne, une anecdote de tournage, un truc un peu off que les gens ne s'imaginent peut-être pas. Mais ça peut être, c'est sur toute ta carrière. Hein. Ah là, je sais pas. Non, le seul truc qui me vient là comme ça, c'est première scène d'extérieur à Plus Belle où Samia devait voler un scooter et je suis tombée, mais tellement tombée parce qu'on me dit elle vole le scooter donc elle va super vite. Sauf qu'en fait, j'étais filmée de face donc la vitesse ne se voyait pas vraiment. Et en fait, pourtant, je fais pas mal de scooters, mais je sais pas ce que j'ai bidouillé avec le stress. Le scooter est tombé comme ça. Et je me suis vraiment... Mais d'ailleurs, j'ai toujours la cicatrice, fait extrêmement mal au bras et à la jambe et partout. Le scooter n'avait rien, rassurez-vous. Et alors ça va, alors. Mais c'était mon stress, en fait. Et j'ai rien dit. J'étais mal. Non, pas du tout. Tu parles le soir, j'étais avec des glages. Ah ouais, non, mais j'ai vraiment la chair déchiquetée. Et d'ailleurs, on voit la scène. J'ai le bras en sang. Je le vois sur le plan large. Ouais, je me suis fait très très mal, mais j'ai rien dit. Ouais. La séquence était belle. Ouais. Ok, écoute, merci beaucoup. Je serrais les dents. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ?
Non, mais c'était très sympa ton interview. Ça vous a plu? Oui, très sympa. C'était vraiment cool de pouvoir échanger ensemble. Je mets vos réseaux sociaux ici. Ils seront aussi dans la barre de description. Merci beaucoup d'avoir fait cette première table ronde. Je suis très heureuse de l'avoir fait avec vous. Et vous, à la maison, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous plaira. Alors surtout, on attend vos commentaires, comme d'habitude, dans les commentaires. Je vous remets les réseaux sociaux de tout le monde, donc n'hésitez pas à aller les suivre sur leurs réseaux pour être au courant de leur actu. Cécile, je vais aussi mettre ton compte Insta pour venir te suivre. Ouais. Attends, suivre ton actu. J'ai vu que sur Insta, tu mettais plein de photos de gâteaux. Je fais beaucoup de cuisine là, sur mon compte Beaucoup de Insta, cuisine. ça n'a J'ai rien vu à ça. voir, mais... J'ai vu ça, ça me plaît. Ouais. Et dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à me proposer des tables rondes si vous avez des idées de thèmes. On en a déjà écrit pas mal, mais je suis hyper preneuse de tout ça. Le mot de Terence, le mot de la fin. pour Terence. Le mot de la fin. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à commenter le mot biscotte. Voilà. Hashtag biscotte. Hashtag T'es un biscotte. T'es Voilà. un meilleur youtubeur que Ne moi. me- Qu'est-ce ne que me- je fais ouais. Tu vas me mettre au chômage. Vraiment. Il va mettre le truc hyper tendance, tu vas voir. Là. Tu vas voir. La Biscotte, trend biscotte, vote. biscotte, biscotte. J'adore. Merci à tous d'être venus. Et puis, on vous fait des bisous et on se retrouve bientôt. Ciao!